Bonjour, bienvenue. Je me présente Félix Bussière. Je travaille au pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la capitale nationale et je vais être votre animateur pour ce midi. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette première activité de la série Changement de cap, une série de conférences et panels dédiés à la transition socio-écologique. Je vous annonce déjà que la série va se dérouler sur 2 ans, donc on va avoir plusieurs activités. Dans un prochain événement qui va se placer probablement fin avril, début mai. Bientôt, on va confirmer la date, qui va être sur le thème des nouveaux récits et de l'imaginaire pour se projeter dans un monde post-transition et se motiver à arriver dans ce monde en équilibre. Donc, abonnez-vous à l'infolette de la série Changement de cap. Vous allez voir le lien dans le chat. Donc, une infolette qui est dédiée seulement à la série de conférences, donc qui va vous permettre d'avoir, d'être au courant des prochaines activités pour rien manquer. Donc, avant d'aller plus loin, je veux remercier nos partenaires qui nous permettent point de vue financier et de la diffusion de la conférence de réaliser le tout. Donc, je nomme le Réseau de recherche en économie sociale et solidaire, la Caisse d'économie solidaire Desjardins, la Collectivité Zen de Québec et trois pôles d'économie sociale et également des collègues donc, du Bas-Saint-Laurent, de l'Estrie et de la Chaudière-Appalaches. À savoir que 22 pôles régionaux d'économie sociale au Québec, dont nous, le pôle CN, le pôle de capitale nationale. Donc, les 22 pôles, on est là pour développer l'économie sociale au Québec. Donc, on vous laisse notre lien de notre page Facebook du pôle de la capitale nationale. Vous allez pouvoir suivre nos différents événements et connaître l'ensemble de nos services au besoin et également un courriel qu'on va vous mettre si vous avez des projets en économie sociale ou si vous avez des partenariats les développer en économie sociale. On va être disponible pour vous et pour l'ensemble des 22 pôles. Pendant que vous n'êtes pas tous de la région des capitales nationales, vous allez pouvoir trouver facilement le, votre pôle d'économie sociale de votre territoire sur Internet. Une autre petite annonce, un autre événement qui va être en personne à Québec qui pourrait vous intéresser, c'est le Lab Créatique Québec, les 29-30 mai prochains, un laboratoire d'innovation sociale sur la transition socio-écologique. Donc, 2 jours pour faire avancer vos projets collectifs en lien avec la transition. Alors, on va vous partager un lien Facebook qui va vous permettre de suivre l'événement. Euh, Plusieurs détails à venir, c'est encore dans quelques mois, donc 29-30 mai à Québec. Comme vous saviez, peut-être, on a fait un petit tirage de livre de notre conférencier d'aujourd'hui, Hugo Séguin, Lettres aux écolos impatients et à ceux qui trouvent qu'ils exagèrent, qui était publié chez Éco-Société en 2022. Donc, on a 3 exemplaires à faire tirer parmi les 180 personnes qui sont inscrites à la conférence. Donc, ben, on a 3 gagnants. Je vais vous nommer. Puis on va vous contacter par courriel pour trouver un moyen de faire parvenir le livre si vous n'êtes pas à Québec. Donc, nos 3 gagnants du livre, on a Dominique Lejeune, Paul Crête et Andréane Chevalier. Alors, ben, félicitations, puis bonne lecture. Bientôt, vous aurez le livre entre les mains pour faire la lecture et compléter le contenu de la conférence d'aujourd'hui. Donc, ben, de ce pas, on va rentrer dans la conférence d'aujourd'hui avec notre conférencier Hugo Séguin. Donc, petite présentation de M. Séguin. Il est engagé dans les milieux environnementaux québécois, canadiens et internationaux depuis maintenant 25 ans. Il a travaillé comme directeur du programme Climat et énergie auprès de l'organisation Équiterre. Il a siégé au conseil d'administration de Greenpeace Canada et a présidé le réseau Action Climat Canada. Il est aujourd'hui professeur associé à l'Université de Sherbrooke, fellow du Centre d'études et de recherche internationale, le CERIUM de l'Université de Montréal, et conseiller principal chez Copticom, Stratégie et Relations publiques. Il va nous présenter aujourd'hui un portrait et une critique de la transition sociale et écologique au Québec. Donc, une conférence qui va durer une trentaine de minutes et sera suivie d'une période de questions. Alors, est-ce que M. Séguin peut ouvrir votre micro, euh, Mon caméra? micro est ouvert, Félix. Bonjour. Alors, ça va bien? Ça va très bien. Oui. M'entendez bien? Alors, peut-être un test de partage d'écran. Puis, moi, ben, je vais vous céder la parole pour les 30 prochaines minutes. On va se retrouver après. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, chers participants, ben, peut-être les prendre en note.
Puis à la fin, on aura peut-être une vingtaine de minutes pour des questions. L'activité va se terminer à 13 heures. Donc, bonne conférence à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup aux organisateurs de m'honorer en m'invitant à lancer cette première édition, en tout cas cette première conférence dans la série Changer de cap pour 2025. Là, je me revire un peu vers ce que je vois sur l'écran. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Est-ce que la première diapo s'est allumée? Cherche des hochements de tête de la part de Oui, Luc. ça Parfait. marche. Merci. C'est super. Donc, merci pour l'invitation. Merci à tous vous autres sur le Zoom de vous être assis devant votre écran en ce beau vendredi d'hiver. Je salue ceux et celles que j'ai reconnus sur le Zoom. Je salue ceux et celles que je n'ai pas encore rencontrés. Mais je dois vous dire que chaque fois que je donne une conférence de ce type-là, j'ai beaucoup plus de plaisir à échanger après avec les gens qu'à m'écouter parler. Alors, mon objectif, c'est de passer mon matériel peut-être assez rondement. Vous allez vous apercevoir que je laisse beaucoup de choses de côté. Des fois, je tourne les coins ronds. C'est voulu dans la mesure où je veux bien préciser, je veux bien aller au centre, au cœur de mon propos, mais je suis tout à fait ouvert aux critiques, aux commentaires, aux questions. Les échanges après ça, après les conférences sont toujours importants pour moi. Alors, on m'a demandé d'ouvrir cette première conférence dans la série 2025, d'abord en vous présentant un peu un état de situation de la transition, vu de mon point de vue. Moi, je suis un vieil écolo. Vous allez comprendre ce que je veux dire par vieil écolo. Euh, ma vision de la transition, elle est particulière. Elle est particulière à ma génération, elle est particulière à qui je suis comme personne. Alors, je vais vous donner un état de situation comme je le vois, moi, au Québec, mais un peu à l'international. On m'a demandé après ça, étant donné que ça ne va pas très bien, la transition, quand on la regarde d'un point de vue de transition environnementale, ben, moi, je vais basculer vers mon matériel. Mon matériel, c'est une réflexion sur le changement social. Comment on peut transformer nos sociétés aujourd'hui pour les amener dans un univers qui n'est pas le nôtre aujourd'hui, parce que l'univers qui est le nôtre aujourd'hui, il est problématique. Alors, comment on peut basculer dans un autre monde où on confronte nos crises. Confronte nos crises. Je vais vous livrer le fond de ma pensée. Et vous allez voir, toute ma conférence va être basée là-dessus. Les mesures déployées depuis des décennies, ça fait 30 ans que je travaille moi, sur les enjeux environnementaux, pour contrer les crises climatiques et environnementales sont insuffisantes. Les choses vont de mal en pis, les impacts s'accélèrent et sont de plus en plus violents. Depuis 30 ans, donc, nous pratiquons une stratégie qui est pas la bonne. Elle nous a amenés à faire des gains, mais elle est insuffisante. C'est la stratégie des petits pas, des petits ajustements incrémentaux qui ne remettent pas en question les causes fondamentales ou les causes profondes des crises environnementales. Puis on pourrait élaborer sur d'autres types de crises qui ont les mêmes causes profondes. Donc, la stratégie des petits pas ne fonctionne pas dans un tel contexte. Il va nous falloir, par conséquent, je vais continuer à livrer le fond de ma pensée, faire place à des idées radicales. Radicales au sens de s'attaquer à la racine des problèmes. C'est comme ça que je définis, moi, le concept de radicalité, et les diffuser, ces idées radicales, et les adopter le plus rapidement possible dans nos sociétés. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est le fond de ma pensée. C'est une conclusion, je vous dirais, qui est plutôt improbable venant de quelqu'un comme moi avec la formation que j'ai, l'âge que j'ai, le statut socio-économique que j'ai. Un gars qui s'est fait l'apôtre de l'approche des petits pas toute sa carrière. Mais j'ai frappé mon mur, moi, puis j'ai frappé deux murs. Puis c'est comme ça que je voudrais partir ma conférence. J'ai frappé un mur à la fin des années 2010, voyant que la situation climatique continuait d'empirer. Je travaillais depuis 20 ans sur ces enjeux-là, puis la situation continuait d'empirer malgré tous les gains que ma génération, au Québec, au Canada, dans le monde, on a réussi à aller chercher. Malgré tout, ce n'était pas suffisant. Mon premier mur sur lequel oui. Le premier mur, mon mur a pris deux formes. Deux formes de deux individus très, très marquants pour moi et pour plusieurs de ma génération. Le premier, c'est celui de la démission fracassante
de Nicolas Hulot, qui était à l'époque, en 2018, l'écologiste le plus connu, reconnu de France, à qui le gouvernement Macron avait offert le poste de ministre de la transition écologique. Il avait démissionné pratiquement en direct sur les ondes de la radio France Inter, complètement dégoûté, complètement découragé, après seulement un peu plus d'un an en poste. Il avait dit, vous croyez que la planète s'accommode des petits pas? Ça fait 40 ans qu'on s'accommode des petits pas. La planète est en train de devenir une étuve, nos ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité fond comme neige au soleil. Je ne comprends pas, dit-il, que nous assistions globalement à la gestation d'une tragédie bien annoncée dans une forme d'indifférence. On s'évertue à entretenir, continue-t-il, voire à réanimer un modèle économique qui est la cause de tous ces désordres. Je ne peux plus me mentir. C'est fort, comme je l'ai écouté sur Radio France Inter, c'était même capté sur l'écran. Tu n'as pas l'impression qu'il a pratiqué ces mots-là, c'est vraiment, il a parlé du cœur. Et ça, c'est venu beaucoup, beaucoup me toucher, évidemment, évidemment, parce que sa démission a eu une onde de choc sur des militants environnementaux comme moi qui ont fait le pari de la stratégie des petits pas. Et il est en train de mettre des mots sur ce qu'on sentait un peu intuitivement, mais qu'on n'avait jamais exprimé. Nos affaires ne fonctionnaient pas. Mon deuxième choc, qui est venu ébranler mes certitudes, c'est l'incroyable déferlement d'énergie militante qu'on a vu au Québec, mais dans le monde, partout dans le monde, mais particulièrement au Québec, à l'automne 2019. Ça, c'est une photo, peut-être que certains la reconnaîtront. C'est une photo qui est prise à Montréal. C'est Greta Thunberg. Elle va prendre la parole devant 500 000 personnes. Ce jour-là, c'est la manifestation où il y a le plus de gens partout sur la Terre. C'est la grande journée de manifestation prévue à travers le monde. C'est à Montréal où il y a le plus de monde. Euh, elle dit sur la scène, elle dit tous les mouvements politiques dans leur forme actuelle ont échoué et à moins de reconnaître l'échec généralisé de nos systèmes actuels, nous n'avons aucune chance. J'étais déjà sonné par la sortie fracassante de Hulot et là, elle est venue chercher. Elle a lancé pour moi un véritable appel à la radicalité qui est venu profondément me chercher parce que ce qu'elle dit des milieux, des mouvements politiques s'applique euh, évidemment, puis peut-être particulièrement au mouvement environnemental auquel j'appartiens. Donc, cette réflexion que je veux vous partager part de ces deux chocs-là, celui de la démission de Nicolas Hulot, qui fait éclater mes illusions, et celle de Greta Thunberg qui appelle à un virage radical. Évacuons tout d'abord la question de savoir si nous sommes vraiment dans le monde euh, euh, rendus à proposer des idées radicales. On va épuiser cette question-là. La réponse à la question commence par une autre question. Vivons-nous dans un monde en transition, au sens d'une transition vers une société ou une économie durable, qui est carboneutre, qui respecte les limites planétaires? Moi, je vous dirais que oui. C'est paradoxal ce que je dis là. Oui, on peut dire que nous sommes en transition à travers le monde. Il y a plus de 200, il y a 200 États ou à peu près qui ont signé l'accord de Paris. Tous les États, toutes les villes, les entreprises, les organisations ont des plans climat. Tous mettent en œuvre des mesures de transition, du transport collectif, des ruelles vertes, des nouveaux procédés industriels, des énergies renouvelables, des boutiques zéro déchet. Si on veut voir de l'action, si on veut voir un monde en changement, on est capable de le voir. Mais le problème, c'est la question, c'est est-ce que ce changement-là, il est à la hauteur de la crise, et est-ce qu'il livre la marchandise? Je vais faire un zoom, je vais commencer par faire un zoom sur le Québec. Est-ce qu'au Québec, on est en transition? Moi, je le prétends. Je pense que oui. Au Québec, on est en transition. D'abord, le Québec est engagé sur les enjeux de changement climatique et d'environnement depuis de très nombreuses années. On a un plan pour une économie verte, on a un marché de carbone Québec-Californie qui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, puis il y a quand même des gens qui le critiquent, qui fonctionne. On a redéveloppé nos transports collectifs. Il faut s'imaginer, là, il y a 15 ans, à quel point on partait de loin. On est en train d'électrifier nos transports. Le fonds carbone qui est rempli par
le marché du carbone Québec-Californie, ramasse des milliards de dollars qui sont redistribués partout au Québec sur des enjeux de transition, puis on réussit à réduire nos émissions. Donc, ce n'est pas si pire quand on le regarde. Quand on le regarde. La société québécoise, et ça c'est assez particulier, là, c'est la plus mobilisée sur les enjeux climatiques de l'Amérique du Nord. Ici, on a les résultats du baromètre sur l'action climatique 2024, sorti à la fin 2024. Donc, c'est des chiffres là, tout récents. Tu sais. Autour de 80 de la population québécoise dit oui, il y a un problème avec les changements climatiques. Oui, c'est urgent de contrer les changements climatiques. Oui, il faut s'occuper des plus vulnérables quand on travaille sur les changements climatiques. Puis, les 2 tiers, 60 deux tiers, veulent plus de pétrole, plus de gaz, plus de charbon, plus de pipeline, plus de développement d'hydrocarbures sur le territoire. Vous allez me dire, les sondages ont changé, on pourra revenir là-dessus avec les échanges, mais tout ça pour dire qu'on a une société extrêmement mobilisée quand on la sonde. Moi, je l'ai sondé au Québec, j'ai sondé ailleurs, puis je ne trouve pas ces réponses-là ailleurs. Alors, on est quand même pas pire au Québec. On est comme une espèce de village gaulois. Il n'y a pas de polarisation politique à l'Assemblée nationale sur la question des changements climatiques. Il n'y a aucun parti politique qui se lève pour aller détruire les politiques climatiques que le gouvernement a fait, ce qui est tout à fait différent de ce qu'on voit aux États-Unis, tout à fait différent de ce qu'on voit dans le reste du Canada, puis malheureusement de plus en plus dans plusieurs pays européens. Il y a un consensus sur les politiques publiques. Il n'y a aucun parti politique à l'Assemblée nationale qui dit si je prends le pouvoir, je vais détruire des pans entiers de la politique climatique québécoise. Ça ne se voit pas. Puis on a une société qui est fondamentalement hostile au projet d'hydrocarbures. Donc, c'est intéressant de le voir comme ça. Autour du monde, si on veut voir de l'action, si on veut voir de la transition, on va en trouver aussi. On va avoir toutes sortes de rapports qui vont nous dire on produit de plus en plus d'énergie renouvelable. On, on vend de plus en plus de voitures électriques. Les gens sont de plus en plus conscients de l'enjeu des changements climatiques à travers le monde. Le World Values Survey, chaque année, nous donne des sondages dans 172 pays où on voit que les gens, si on leur demande est-ce que c'est l'environnement qui prime sur l'économie, est-ce que c'est l'économie qui prime sur l'environnement, regardez les résultats. C'est quand même assez fantastique. Là. Il y a une sensibilisation qui est faite partout dans le monde. Déchantons maintenant. On peut avoir fait des gains. On peut voir un monde en transition. On peut se réjouir du marché du carbone Québec-Californie, mais on n'atteint pas nos objectifs, la situation empire et notre approche ne fonctionne pas. Là, je passe du côté obscur de la force. La vie sur Terre dépend de 9 grandes limites planétaires, la biodiversité, les changements climatiques, les cycles de l'eau, les cycles d'azote, de phosphore, les océans, les aérosols, l'usage des sols. Sur les 9 limites planétaires déterminées par un groupe de chercheurs européens, on a déjà dépassé et de beaucoup la capacité portante de la Terre, 6 des 9. Sur la question de la biodiversité, quand Nicolas Hulot dit la biodiversité fond comme neige au soleil, regardez le graphique ici du Fonds mondial pour la nature, seulement pour les vertébrés, on en aurait perdu autour de 73 de tous les vertébrés vivants et sauvages de la planète, mais c'est vrai pour l'ensemble des indicateurs de biodiversité. D'ailleurs, le dernier cadre mondial de lutte à la biodiversité pour les 10 années 2010-2020, chacun des objectifs de ce plan-là a été moffé. C'est-à-dire, on n'a atteint aucun des objectifs du dernier cadre 2010-2020 en protection de biodiversité. En climat, il y en a encore qui pensent qu'on est capable d'éviter le seuil du 1,5 degré Celsius, qui est un des objectifs de la communauté internationale. On a déjà dépassé. Certains mois, on dépasse maintenant le 1,5 degré. On s'en va dans un monde où on a reculé, on a échoué à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, moi, oui, est-ce qu'on est en transition? Oui. Est-ce que ça nous rassure? Non, pas du tout. Ça ne nous rassure pas, ou ça ne me rassure pas, parce que les indicateurs ne nous montrent pas qu'on est à la hauteur de la situation. Et là, je vous ramène
dans mes souliers de vieil écolo qui a essayé l'approche des petits pas et puis qui arrive à cette conclusion-là que mes affaires ne marchent pas. Et là, je porte un regard sur le mouvement environnemental auquel moi j'appartiens. Je vous dirais que j'ai toujours investi davantage de milieux québécois canadiens. J'ai traficoté au niveau international. Tout ce que j'ai vu me fait penser que ce que je vais vous décrire, c'est vrai à peu près partout dans le monde. Le milieu environnemental, il est composé de deux courants. Puis c'est vrai dans tous les domaines de réforme, de volonté de réforme sociale. Il y a un courant réformiste et il y a un courant anarchiste, éco-anarchiste, localiste, de terrain, si vous voulez. Je vais essayer de vous les décrire rapidement. Moi, j'appartiens au courant réformiste. Le courant réformiste, ce sont des écolos qui entrent dans les systèmes actuels, économiques et de gouvernance, et tentent de les modifier règlement par règlement, décision par décision, subvention par subvention. On entre dans le système, on ne veut pas le changer, on veut l'améliorer par en dedans. On est optimiste de nature, on pense que nos affaires vont changer, puis à force de faire des petits gains dans notre système, ben, le système lui-même va finir par être à la hauteur de l'enjeu. De l'autre côté, on a des organisations, des individus qui ne jouent pas là-dedans. Dans le fond, ce qui est important pour ces gens-là, ces organisations-là, c'est d'aller créer sur le terrain le monde qu'ils veulent voir arriver. Hein, hein, c'est le slogan de Gandhi, soit le monde que tu veux voir advenir. Donc, c'est de la préfiguration. On va se mettre entre voisins, on va créer une ruelle verte, on va travailler sur villes et villages en transition, on va se mettre ensemble pour des coop d'habitation, des bibliothèques d'outils. En tout cas, on n'est pas du tout dans la même logique que d'entrer dans le système puis de modifier les politiques publiques, ce qui est mon cas à moi. Et pendant longtemps, les réformistes comme moi, on a snobé les gens qui, sur le terrain, innovaient avec des pratiques fondamentalement radicales. Et je pense que c'est fondamentalement une erreur qu'on a créée, nous, les réformistes, les écolo-réformistes au sein du système. On n'aurait pas dû snobber l'innovation qu'il y avait sur le terrain. On aurait dû l'encourager et la faire passer à travers nos institutions. Ça a été ça notre problème. Le problème, je pense, de ceux et celles qui ont beaucoup investi dans les solutions de terrain, c'est d'avoir tourné le dos au centre de décision publique, d'avoir tourné le dos à notre système de gouvernance. C'est souvent des militants, des militantes, puis je ne parle pas de tout le monde, puis c'est un idéal type, puis ça ne s'applique pas tout le temps, puis il y a des grosses nuances dans ce que je dis là, mais règle générale, l'éco-anarchisme ne veut rien savoir de la démocratie représentative ou d'aller dans un système pour l'améliorer. Donc, il y a comme deux courants dans le milieu environnemental qui se regardent comme chiens de faïence, qui ne s'aiment pas du tout, hein, parce qu'on ne se comprend pas, on ne comprend pas notre ontologie et on ne comprend pas du tout notre façon d'intervenir. Et je pense que c'est un rendez-vous raté. Pourquoi? Parce que nos deux courants font face à un cul-de-sac. Le mien, le réformiste, arrive à la conclusion que tout ce qu'on a essayé, ça a donné des gains, mais ce n'était pas suffisant. Et les gens qui sont dans des organisations locales, de terrain, éco-anarchistes, ce que vous voulez, se rendent bien compte que oui, ils sont capables de créer des choses, mais est-ce qu'ils sont capables de transformer la société dans son ensemble? La réponse, c'est non. On n'est pas capable de transformer notre société ni avec le réformisme, ni à travers l'éco-anarchie. Au mieux, avec l'éco-anarchie, on peut se protéger du système puis créer une espèce de petite bulle à côté, mais on n'a pas fondamentalement changé le voisin à la côté. C'est ce qui m'amène à essayer de réconcilier les deux. Puis là, je vais faire beaucoup de raccourcis parce que je veux aller, je vais aller au fond de mon propos dans le temps imparti, mais je vous répète que pour moi, une idée radicale, c'est une idée qui s'attaque à la racine du problème.
C'est pas une idée qui va faire des petits gains à la marge. Et moi, je pense que c'est ça que ça prend maintenant dans la société, plutôt que de suivre la trajectoire des vieux écolos comme moi. Ma vision à moi, elle vient de ce penseur-là. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Jeff Morgan. Jeff Morgan est un penseur en économie sociale, ou plutôt en innovation sociale, pardon, britannique. Et quand j'avais travaillé sur l'innovation sociale, j'étais tombé sur lui. Et il disait, et ça m'avait beaucoup frappé, une bonne partie de ce que nous tenons pour acquis dans notre environnement social a commencé comme des innovations radicales. Elles sont initiées dans les marges avant de devenir, pour l'ensemble de la société, complètement naturalisée, complètement naturel. Et moi, ça m'a beaucoup influencé, ça, au point que j'ai fait je suis allé faire un doctorat pour réfléchir à ces choses-là. J'ai gradué en 2023, donc à mon âge avancé, j'ai quand même retourné aux études. J'ai voulu réfléchir à ces enjeux-là, puis voir qu'est-ce que Jeff Morgan avait en tête quand il disait ça. Et il y a plusieurs modèles de diffusion des innovations dans le monde. Celui qui est le plus simple et le plus intuitif, c'est celui d'Everett Rogers, qui date quand même de longtemps, c'est 1962. C'est un modèle qui est beaucoup appliqué en marketing, mais dont les bases viennent d'un sociologue français qui s'appelle Gabriel Tarde, qui lui disait le changement social vient par imitation. Les gens se contaminent les uns les autres, hein. Et à partir de ça, Everett Rogers a inventé son modèle qui dit, au début, il y a des porteurs d'innovation qui sont tellement peu nombreux et les idées sont tellement nouvelles qu'ils passent pour des hurluberlus. Au fur et à mesure que ces idées-là sont testées, certaines personnes vont les trouver tripantes, ils vont les adopter, on va les appeler des early adopters, hein, des gens qui vont les essayer les premiers. Comme ces gens-là sont souvent cool, ben, ils vont en entraîner d'autres, puis ils vont en entraîner d'autres, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ces idées-là deviennent tout à fait naturalisées dans l'espace public, où la plupart des gens, on pense que c'est une idée qui est tout à fait logique. Alors, le processus fonctionne comme ça, hein. Au début, on rit de vous. Quand vous commencez à les menacer, ils s'opposent à vous. Et après ça, ben, quand vous avez gagné, ben, ils disent que l'idée vient d'eux autres. C'est l'aphorisme, hein, qu'on donne quand on parle quand on utilise ce modèle de diffusion des innovations dans une société. Alors, moi, ce que j'amène dans mes propos, c'est qu'il faut voir les idées radicales comme des innovations. Et c'est en voyant ça, en les concevant comme ça, qu'on comprend comment on peut leur faire faire le chemin entre des idées d'hurluberlu ou des idées seulement d'un petit groupe déconsidéré dans la société jusqu'à ce que ça devienne une normalité. D'ailleurs, on est entouré de choses que l'on considère complètement normales aujourd'hui, mais qui étaient complètement radicales hier. Il y a plus de 100 ans, ou 150 ans, il y a des gens qui doutaient de l'existence de l'âme chez la femme. Je m'écoute parler, puis ça n'a aucun bon sens, ce que je dis là. Mais c'est vrai. Seulement en 1942, au Québec, les femmes ont eu le droit de vote. Après des décennies de travail, c'est une radicalité, ça, de penser que la démocratie est une radicalité, mais aussi l'extension de la démocratie à ceux qui ne sont pas propriétaires, aux femmes, et tout ça. Mais pensez-y, les droits reproductifs, c'est la même chose. La légalisation des mariages entre conjoints de même sexe, c'est la même chose. L'aide médicale à mourir, c'est la même chose. Des idées qui étaient complètement tabous dans le cas de l'aide médicale à mourir. Je me souviens la première fois d'avoir entendu ça, mais Dieu, ça allait à l'encontre de toutes nos valeurs, de toutes mes valeurs. Conjoint de même sexe, c'est pareil. Pardon, je me suis marié avec mon chum. Mais au début, quand j'ai entendu parler de ça, je trouvais que c'était trop radical pour la société. Mais aujourd'hui, c'est naturalisé. C'est naturalisé. Je veux vous amener dans je vais vous ramener sur l'environnement, puis je vais vous donner un cas très, très concret. Quand le gouvernement Legault a été élu la première fois, il s'est rendu compte qu'un de ses grands angles morts, c'était l'environnement. Et parce qu'ils n'y ont pas pensé. Legault, ce n'est pas un gars d'environnement, c'est un gars de son époque. Puis, donc, c'était un angle mort. Là, ils ont fait un congrès, la CAQ, un congrès sur l'environnement, durant lequel ils se sont réconciliés avec l'environnement en disant, hey, l'environnement, ça va nous faire faire de l'argent. Bon,
OK, c'est la façon à travers de la CAQ de s'y prendre, d'entrer dans l'environnement. Les autres, ils pensent que ça va faire du cash. OK. Se sont dit, ah ben, pour qu'on arrive là, ça va nous prendre un plan. OK. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé 5 groupes de travail de la société civile, dont un groupe jeunesse. Et le groupe jeunesse s'est vu confier un mandat d'innovation radicale. Pour la petite histoire, c'est moi qui ai créé le mandat du groupe jeunesse avec l'idée que je vous amène là. J'ai demandé au groupe jeunesse, qui était créé par le gouvernement, sortez-nous des sentiers battus, sortez-nous des idées radicales pour brasser la cage. Alors, ils sont arrivés avec des axes transformationnels, hein, ils n'ont pas déçu du tout, du tout, du tout. Puis le gouvernement n'a pas été chercher des écolos finis. Ils ont été chercher des gens, des jeunes de toutes les régions du Québec, puis de toutes les fonctions, puis pas nécessairement des gens de gauche. Alors, écoutez, le premier axe transformationnel des jeunes, c'était rompre avec la société de consommation et respecter les limites de la Terre. On parle de 2019. Deuxièmement, aligner notre rapport à la nature, améliorer notre rapport à la nature. Et troisièmement, encourager une éco-citoyenneté active. Ils sont arrivés avec des propositions qu'à l'époque étaient considérées, qui ont, puis dans certains cas encore radicales, interdire toute prospection et production de pétrole au Québec en 2020, interdire la vente de tout véhicule électrique léger à essence d'ici 2030, créer une charte des droits de la nature, adopter un indicateur de remplacement du PIB, adopter une politique de décroissance généralisée. Ben, je peux vous dire qu'en 2025, là, le premier y est fait. Le gouvernement du Québec a légiféré. Il y a une loi qui interdit maintenant l'exploitation pétrolière et gazière au Québec. La vente de tout nouveau véhicule léger à essence est interdite à partir de 2035. La rivière Macpay, hein, qui est la photo sur l'écran ici sur la côte nord, a été décrétée être vivant, digne de considération de droit par les Inuits de la côte nord et par la MRC de Mingani. Euh, Plusieurs groupes dans la société, dont le G15+, travaillent à un indicateur de remplacement du PIB. Et quant à la politique de décroissance généralisée, moi, je vous dirais qu'il nous reste encore quand même quelques frontières à traverser. On n'en est pas là. Mais tout ça pour dire que quand c'est sorti, c'était radical et aujourd'hui, ça s'est normalisé dans l'espace public. Dans l'espace public. Je voudrais, compte tenu de ce que je vous dis là, j'aimerais ça vous amener peut-être quelques... Qu'est-ce que j'en retire, moi, de cette réflexion-là? Si les idées radicales sont des innovations, si les innovations passent par un processus par lequel elles doivent se diffuser dans la société, par imitation, ben, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je retire aussi des exemples concrets dans notre histoire d'idées radicales qui ne le sont plus aujourd'hui? Bien, la première chose, moi, que je veux vous dire, c'est que les sociétés ne sont pas homogènes. Ça n'existe pas ça. Les gens pensent quelque chose, les gens ne pensent pas quelque chose. Il y a toujours des innovateurs, il y a toujours des conservateurs, des gens qui sont capables d'essayer des choses, des gens qui vont s'opposer. Donc, il ne faut pas voir du tout, là. Puis là, je parle de la posture des militants, des militantes auxquels je parle, et je me parle à moi-même aussi. Nos sociétés ne sont pas homogènes. Les sociétés évoluent. Les individus évoluent aussi. Si vous allez voir un élu ou une élue, puis vous lui parlez de quelque chose dont elle n'a jamais entendu parler, c'est la première fois, puis qu'elle vous dit non, dites-vous qu'elle vous dit non maintenant, mais peut-être qu'elle vous dira oui plus tard. Les individus sont capables de changer. Dites-vous aussi que des idées radicales aujourd'hui seront naturelles demain. C'était vrai dans le passé, c'est vrai dans le futur aussi. Et ça, c'est fondamental pour le reste de ma conférence, mais il n'y a pas de diffusion par imitation, par contamination dans une société sans dialogue social. Sans dialogue social. Il y a 5 conditions hein, pour qu'on puisse être capable aujourd'hui de faire passer des idées radicales en économie sociale, qui est déjà une idée radicale pour moi à sa face même. Euh, la décroissance, c'en est une autre. Euh, les droits, conférer des droits à la nature, aussi, c'est une autre idée radicale. Euh, pour que ça devienne naturel, ça prend une forte cohésion sociale au sein de sociétés plurielles. Les sociétés ne sont pas monolithiques, ne sont pas homogènes, elles sont plurielles, mais il faut qu'il y ait une cohésion sociale.
il faut qu'il y ait une apparition rapide dans l'espace public pour que ça aille vite. Hein? Il ne faut pas que les initiateurs ou les innovateurs restent avec leur idée dans son coin en disant tout le monde rit de moi, personne ne va m'écouter, je vais perdre mon temps à aller vendre mon idée. Non, non, il y a un travail là, de prosélytisme à faire quand on est porteur d'idées radicales. Ça prend dans notre société des espaces de dialogue. Parce que quand vous sortez de votre silo puis de votre gang de chums avec vos idées à vous autres, là, bien, vous allez dans d'autres silos puis dans d'autres gangs de chums qui ne pensent pas comme vous autres. Alors, ça prend des espaces de dialogue où les groupes vont pouvoir se parler, puis les innovations et les idées se diffuser. Ça prend une valorisation aussi des entrepreneurs sociaux. Ce n'est pas n'importe qui est capable d'être un bon vendeur d'idées radicales. Hein. On parlait avant le commencement du Zoom de Dorimène et d'Alphonse Desjardins. Ben, ils ont dû être vraiment des entrepreneurs sociaux de première classe pour être capables de contaminer toute une société avec leur caisse populaire. Donc, ça prend des entrepreneurs sociaux, des gens qui vont prendre l'idée puis qui vont aller la vendre dans l'espace public. Et je le disais tantôt, les innovateurs, les innovatrices, pour que leurs idées passent plus vite, ben, ils doivent revenir dans les sphères de décision publique. Et ça veut dire aussi les espaces électifs dans notre société. On est dans une démocratie représentative. Je comprends que la mauvaise bouche, que la mauvaise haleine, mais c'est le seul modèle qu'on a. Puis moi, je ne suis pas du genre à attendre qu'on change complètement le modèle de gouvernance pour commencer à travailler au changement social. Je vais prendre ce qui est là. Hein. En bon réformiste, là, je vais prendre ce qui est là. Donc, ça prend un réinvestissement dans les sphères de décision. Moi, l'approche éco-anarchiste ou anarchiste tout court qui dit élection piège à con, là, je m'excuse. Je comprends, j'ai lu, j'ai fréquenté Francis Dupudéry. Euh, je respecte la posture, je suis prêt à en débattre, mais ce n'est pas ma posture. Je vais vous lancer une question. Euh, Peut-être pour lancer le débat sur s'il y a un débat bon, après ma conférence. Mais il y a un problème dans tout ce que je vous ai présenté. Un problème qui est lié au contexte actuel. Qu'est-ce qui nuit aujourd'hui à la diffusion des idées radicales? Quand j'ai écrit le bouquin que j'ai écrit, ben, la situation n'était pas comme elle est aujourd'hui. Elle a changé très, très rapidement. Puis j'aurais pu écrire ce que j'ai écrit si j'avais su comment la situation aurait dégénéré. Mais j'ai terminé mon livre avec ces objectifs-là ou cette proposition-là. Aux réformistes comme moi, euh, il faut qu'on sorte de notre zone de confort, il faut qu'on admette que ce qu'on a amené dans l'espace public n'a pas fonctionné ou n'a pas assez fonctionné. Il faut arrêter d'être snob, puis il faut épouser des idées qu'on a snobées pendant trop longtemps pour faire de la place aux idées radicales, même comme réformistes, bien au chaud, bien confortables dans les systèmes économiques et les systèmes de gouvernance dans lesquels on est bien implanté. Aux radicaux, moi, je propose un acte de foi, c'est-à-dire d'aller sur la place publique et de vendre, de proposer leurs idées radicales pour qu'elles deviennent normales, pour qu'on se l'impose comme société. Aux décideurs, qui sont ni des réformistes ni des radicaux, c'est qu'arrêter de snobber les idées radicales. Hein. Les réformistes sont snobs, mais les décideurs aussi. Euh, les décideurs ont une responsabilité particulière aujourd'hui. On est dans une situation de polycrise. Et là, ça demande des compétences de leadership que peu de générations ont eu à déployer. Et les décideurs doivent voir plus large, puis d'aller chercher des solutions là où elles sont, même lorsqu'ils ont des préjugés. Alors, faire une place aux idées radicales. Et surtout, et c'est mon dernier point, si on veut, pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eus au niveau social ou au niveau environnemental, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Pour faire des choses qu'on n'a jamais faites, ça nous prend des innovateurs qui vont nous proposer des choses qu'on n'a jamais faites. On n'atteindra pas le changement social qu'on veut s'il n'y a pas d'innovation sociale, s'il n'y a pas d'innovateur social, s'il n'y a pas d'innovatrice sociale qui
même quand c'est difficile, même quand ils ou elles se font dire non une première fois, il ne faut pas lâcher. Vous allez gagner comme les autres générations qui ont porté toutes sortes d'idées radicales ont fini par gagner et aujourd'hui, on vit dans le monde qu'ils ont imaginé. Je m'arrête là, j'ai hâte de voir vos réactions, j'ai hâte de voir vos commentaires. Merci beaucoup. Wow, merci beaucoup, Hugo. C'est Plaisir. C'était excellent. C'était tout au long des échanges. C'est vraiment apprécié comme conférence. Sachez que le tout a été enregistré. S'il y a des petits enjeux techniques, on va essayer d'arranger ça au montage là, pour les images là, des PowerPoint. Donc, ça avait été toutes les personnes qui étaient inscrites, on a vos courriels. Vous allez recevoir un courriel la semaine prochaine. Vous aurez le lien YouTube pour revoir la conférence si vous voulez ou la partager avec d'autres personnes. Et on vous invite également, c'est la première, donc il va y en avoir pendant 2 ans des conférences de ce type-là sur différents aspects, dont les nouveaux récits, on l'a nommé souvent. Donc, ça va être un sujet de la prochaine conférence. Donc, vous pouvez suivre l'infolette de la série Changement de cap pour avoir les dates des prochains événements.